milliards de francs CFA, c'est le montant des 2 nouveaux bateaux de la Comanav. Ces bateaux ont une capacité de 66 passagers chacun et permettront de développer le transport fluvial. La cérémonie officielle de remise des bateaux a été présidée ce matin par le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta. Ouverture ce matin à Johannesburg du 33e sommet des chefs d'État et de gouvernement du comité d'orientation du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique NEPAD. Les participants ont vivement salué les réalisations faites sur le continent au compte du NEPAD. Il est 20h, bonsoir à tous et bienvenue dans ce tour complet de l'actualité nationale. Tout d'abord, et en image, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a quitté Bamako cet après-midi pour l'Afrique du Sud. Le chef de l'État prendra part à Johannesburg au 25e sommet de l'Union africaine. La rencontre se tiendra du 14 au 15 juin 2015. Après le sommet, Ibrahim Boubacar Keïta effectuera également une visite d'État au Zimbabwe. Il a été accompagné à l'aéroport international Bamako-Sénou par le Premier ministre, plusieurs membres du gouvernement et certains présidents des institutions de la République. Le départ donc du président de la République pour Johannesburg, où il prendra part au 25e sommet de l'Union africaine. La rencontre se tiendra du 14 au 15 juin 2015. Avant de s'envoler pour Johannesburg, le président de la République était à Koulikoro. La visite du chef de l'État a été saluée par les populations locales. Elles sont sorties pour réserver un accueil chaleureux au chef de l'État et à sa délégation. Nos compatriotes de la deuxième région ont remercié le président Ibrahim Boubacar Keïta pour le renforcement de la flotte de la Comanav, ce qui permet désormais à la société de se maintenir en vie. Voyons les temps forts de cet accueil avec nos envoyés spéciaux d'Embawan, Idrissa Traoré et Brahma Traoré. Malgré la forte chaleur, les populations de la capitale du Méguétan sont sorties pour saluer le président de la République. De l'entrée de Moribadou à la ville de Koulikoro, en passant par Tienfala et bien d'autres localités, le chef de l'État a dû ralentir plusieurs fois pour remercier ses compatriotes de leur mobilisation. Pour un événement qui fera certainement date. Il s'agit de la remise des 2 nouveaux bateaux à la compagnie malienne de navigation. L'acquisition de ces navires permettra à la Comanav de desservir plus de 60% du territoire national, c'est-à-dire des Cailles à Gao en passant par Bamako, Ségou, Mopti, Tombouctou et bien sûr Koulikoro. On comprend alors la joie des populations. À l'entrée de la Comanav, le chef de l'État s'est également offert un bain de foule. Visiblement très touché par la mobilisation de ses compatriotes, Ibrahim Boubacar Keïta a tenu à leur dire un petit mot. Votre accueil méritait que je vous dise 2 mots, ne serait-ce que merci. La flotte de la compagnie malienne de navigation se renforce donc. La Comanav dispose de 2 nouveaux bateaux d'une capacité de 66 passagers chacun, d'un coût total de près de 3 milliards de francs CFA. Ils doivent permettre notamment de promouvoir et de pérenniser le transport fluvial. La cérémonie officielle de remise des 2 bateaux s'est déroulée ce matin sur l'embarcadère de la Comanav à Koulikoro et c'est le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, qui a présidé cet événement. Et nous restons avec nos envoyés spéciaux d'Embawan, Idrissa Traoré et Brahma Traoré. C'est un petit coup de ciseau qui fait le bonheur de tout un peuple. Par ce geste, le président de la République renforce la flotte de la compagnie malienne de navigation Comanav avec 2 nouveaux bateaux. Les 2 nouveaux
nouveau bateau ainsi remis à la Koumanave comporte toutes les commodités. La délégation présidentielle a pris place dans l'un des bateaux avec comme capitaine à bord le chef de l'État. La trentaine de minutes de balade sur le fleuve Niger a permis au président Ibrahim Boubacar Keïta de constater et d'apprécier la qualité des navires. Ce bateau de dernière génération qui a tout le confort d'un yacht moderne, qui a aux dernières normes technologiques et qui est une merveille, qui va désormais répondre à notre attente en matière de liaison avec le nord du Mali, en matière d'équipement de notre pays, et dans des conditions, c'est comme si j'étais au volant d'une voiture de luxe. Et quand on pense également à la vitesse de ce merveilleux bateau construit par Saint-Imarine, nos amis chinois, aujourd'hui ce bateau peut paraître à certains de capacité insuffisante, mais ce n'est qu'un début. Et cela est lié aujourd'hui aux conditions de navigabilité sur le fleuve Niger, au niveau de l'étiage, qui est très faible. Il faut donc des bateaux à très faible tirant, fond plat. Mais au fur et à mesure que notre pays retrouvera son fleuve Niger, remise en eau, comme nous le souhaitons après dragage, nous aurons sûrement à faire l'acquisition de bateaux de plus forte capacité d'emport. L'un des bateaux porte le nom de Modibo Keïta, premier président de la République du Mali et père de l'indépendance. L'autre bateau est baptisé Firoun Ag Al-Nissar, un résistant touareg à la pénétration coloniale. Deux figures emblématiques du pays, ainsi honorées et célébrées. Comment en ces jours ne pas penser au président Modibo Keïta? Comment auriez-vous pu admettre que nous bâtissions un nouveau bateau sur le fleuve Niger en le même temps où nous célébrons le centenaire du président Modibo Keïta? Donc ce choix s'imposait absolument, comme une évidence. Et Firoun Al-Nassar également, au moment où ce pays, après maintes secousses, est sur le point de se retrouver, je crois que quelle belle alliance. Donc je crois que ces deux choix s'imposaient et je crois que nul Malien ne peut aujourd'hui penser que d'avoir choisi ces deux-là n'ont pas fait ce qu'il fallait. Je crois que les familles Al-Nassar, les familles Modibo Keïta sont encore une fois à l'honneur aujourd'hui. Une nation reconnaissante n'oublie jamais ses dignes fils. L'initiative présidentielle de baptiser les deux bateaux Modibo Keïta et Firoun Ag Al-Nissar s'inscrit bien dans ce cadre et elle a été saluée. Mon sentiment, c'est un sentiment de fierté. Je ne peux qu'être reconnaissant avec l'ensemble de la population qui l'a accompagné quand il se battait pour la dignité des populations du nord du Mali et du Mali. Nous ne pouvons qu'être reconnaissants pour Ibrahim Boubacar Keïta, l'être aussi pour l'ensemble du peuple malien. Je remercie beaucoup le président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, et je fais beaucoup de bénédictions pour le Mali. Les deux bateaux ont été construits par une société chinoise, Senti Marine Corporation, à hauteur de 3 milliards de francs CFA. Un bon point encore dans les relations entre le Mali et la Chine, selon les chefs de l'État. Encore une fois, je profite pour saluer la coopération exemplaire entre la République populaire de Chine et la République du Mali. Vous avez vu, il y a quelques semaines, la Chine me remet officiellement à Koulouba des matériels destinés à la sécurité, des matériels destinés également au confort de l'État dans son fonctionnement et des matériels également d'assainissement. C'est donc multiforme, c'est-à-dire le souci constant de la Chine pour le Mali. Et je voudrais ici saluer cela et remercier à la chinoise en disant cherchez. Voilà. L'ambition mène aux exploits, dit un proverbe chinois. Depuis 30 ans, la compagnie malienne de navigation attendait ce type d'embarcation pour remplacer sa flotte vieillissante. Aujourd'hui, c'est chose faite.
Voilà, les deux bateaux ont été baptisés Feroum Ag Al-Insar et Modibo Keïta. Ces bateaux répondent aux conditions hydrauliques du fleuve Niger et ont une autonomie de 55 heures. Idrissa Traoré et Daouda Sidiki Diarra sont nos envoyés spéciaux. Maillon essentiel dans le ravitaillement et le désenclavement des régions du nord de notre pays, la remise de ces deux navires constitue une bouffée d'oxygène pour la Koumanave à cause de l'ensablement du fleuve Niger. La compagnie malienne de navigation a été restructurée en 1994. Et l'une des conditions de réussite de cette restructuration était le renouvellement de la flotte à cause de la faiblesse des pluies et des crues et surtout de l'obsolescence et de la vétusté prononcée de la flotte. 21 ans après, nous venons d'avoir deux bateaux. Deux bateaux à faible tirant d'eau, des bateaux adaptés à la configuration du chenal navigable. C'est des bateaux qui vont nous permettre de rester plus longtemps sur le fleuve. Ces deux bateaux à faible tirant d'eau flottent désormais sur les eaux du fleuve Niger. Ils ont été construits par l'entreprise chinoise Saint Marine Corporation pour un montant de 3 milliards de francs CFA. Les fonds sont issus de la vente de l'assoutellement. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous êtes parvenu à redonner le sourire à la Koumanave en la dotant de deux nouveaux bateaux à faible tirant d'eau, dont les caractéristiques sont longueur 32 mètres, largeur 7 mètres, tirant d'eau à lège 0,65 mètres et tirant d'eau à charge 0,80 mètres, contre respectivement 1,15 mètres et 1,5 mètres pour les bateaux actuellement exploités. Nombre de passagers 66, vitesse 20 à 25 km/h contre 12 à 15 km/h pour les bateaux actuellement exploités. Ces caractéristiques permettront à la Koumanave d'assurer des transports de proximité par des liaisons courtes et rapides entre des zones de grande affluence. Vous avez compris que le renouvellement de la flotte doit être accompagné du désensablement du fleuve afin de rendre plus opérationnelle la flotte. C'est pour cette raison que vous avez fait du dragage une de vos priorités. Après la fermeture de Lukoman, les populations de Koulikoro fondent beaucoup d'espoir sur la Koumanave. Si vous voyez que Koulikoro marche aujourd'hui, hier et aujourd'hui, c'est grâce au bateau là. Si le président a pu nous amener ce bateau-là ici et venir m'ouvrir, vraiment nous ne faisons que dire merci. Nous remercions le bon Dieu, on dit merci, merci. En période de campagne, la Koumanave recrute 50 à 70 saisonniers, sans compter les manutentionnaires, toute chose qui atténuera la souffrance de la population eu égard à la fermeture de l'Ikoma. En plus du rayonnement de la ville, les deux bateaux sont aussi des instruments de brassage culturel. Les deux parties comptent renforcer leurs relations afin que d'autres projets de ce genre puissent voir le jour. La réalisation de ces deux bateaux pour passagers et fret à faible tirant d'eau pour la Koumanave sous la tutelle du ministère de l'équipement des transports et du désenclavement de la République du Mali est un projet très important pour le renforcement du transport sur le fleuve Niger et contribue certainement à la promotion du développement économique du Mali. Les bateaux sont livrés avec un lot de pièces de rechange couvrant la période de garantie, soit 24 mois. Nous avons déjà assuré la formation en Chine de 14 agents en maintenance conduite de ces bateaux et aussi en économie de transport. Pour le ministre de l'équipement, des transports et du désenclavement, doter la Koumanave de bateaux à faible tirant d'eau n'est pas un luxe, mais c'est plus qu'une urgence. Nous constatons un début de renouvellement de la flotte avec la remise de ces deux bateaux sur un programme de 23 qui opéreront sur le bief nord du fleuve Niger dans un premier temps, le bief sud du fleuve Niger, c'est-à-dire Bamako-Kankan en République de Guinée, dans les perspectives de la mise en œuvre du projet de réhabilitation économique et environnementale du dit fleuve. Et le fleuve Sénégal, Ambideli Saint-Louis, en République du Sénégal, dans le cadre de la mise en œuvre du volet navigation de l'MVS. Par ailleurs, il est prévu à Mopti l'implantation d'un chantier pour la construction et la réparation des embarcations et la construction d'un port fluvial moderne. Ces bateaux sont équipés d'instruments modernes d'aide à la navigation, notamment le radar, le GPS et le co-sondeur. Et
Et c'est le président de la République qui a inauguré également hier le siège du groupe Ecobank. Ce siège, dont la première pierre a été posée en 2010, a coûté au groupe plus de 10 milliards de francs CFA. C'est un immeuble de 10 étages en face du monument de l'indépendance. Compte rendu, c'est Rabatili. Ecobank s'offre un nouveau siège au standing à l'avenue de la Nation en face du monument de l'indépendance. Les témoins de l'histoire, le président de la République, les ministres, les ambassadeurs, les banquiers de la sous-région et plusieurs autres personnalités. L'immeuble qui leur est présenté est construit sur 11 060 mètres carrés. 8 étages regorgent 10 directions du groupe Ecobank Transnational Corporated avec des bureaux open space ou encore bureaux paysagers. Entendez là, des bureaux pour plusieurs personnes à la fois. Édifice moderne, véritable écrin pourvu de toutes les commodités, répond aux normes et standards les plus élevés en termes de technologie, d'environnement et d'économie d'énergie. Scrutant son design, sa silhouette évoque les contours d'un Chihuahua et traduit le leadership de Ecobank Mali en le liant à l'excellence au travail selon les traditions maliennes. Aurions-nous souhaité que cette réalisation soit perçue, Excellence, Monsieur le Président de la République, comme étant une modeste contribution de Ecobank Mali à l'embellissement de la place de l'indépendance. L'occasion est donc bonne pour présenter les offres et services du groupe Ecobank avec ses 35 filiales réparties à travers le monde. Ecobank est implantée au Mali depuis 1998. De 35 employés à l'époque, elle est passée de nos jours à 405 travailleurs. Les activités d'Ecobank Mali découlent directement de la stratégie initiée au niveau du groupe Ecobank et s'articulent autour des activités de banque commerciale sur la base des standards internationaux les plus exigeants. Ecobank Mali fournit ainsi une gamme complète de produits et services à sa clientèle, constituée d'institutionnels, de petites et moyennes entreprises et de clients particuliers. Notre banque a aujourd'hui plus de 16 ans d'expérience et de leadership avéré sur le marché malien. Embellissement de la ville de Bamako et promotion de l'investissement à la fois, la réalisation de ce nouveau siège contribue également à la relance de l'économie, puisque c'est le secteur bancaire qui se développe. Le ministre de l'économie et des finances, Mamadou Igor Diarra, s'en réjouit. Ma satisfaction est d'autant plus grande que cette cérémonie traduit la volonté affichée du groupe Ecobank de participer à la modernisation, au renforcement des infrastructures de notre pays en plein chantier, afin de les mettre à la hauteur des enjeux et des attentes légitimes des plus hautes autorités de notre pays, mais surtout des impératifs de développement économique pour le bonheur de nos dynamiques entreprises, mais également de nos laborieuses populations. Ce prestigieux établissement, qui à l'origine, Monsieur le Président de la République, avait été doté juste d'un capital modeste de 1,5 milliard, voire aujourd'hui son capital avoisinant 10 milliards de francs CFA. Un résultat net touchant 8 milliards de francs CFA. Comme cela a été dit, un peu moins de 500 employés, beaucoup d'agences, beaucoup de clients, entreprises très dynamiques de notre pays et une participation dynamique à tous les financements de notre économie nationale que je tiens véritablement à saluer de la part de ce groupe Ecobank. Pour le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, de telles initiatives doivent être encouragées et imitées. Chacun sait mon souci d'excellence en toutes choses pour ce pays-là. Le Mali est un grand pays. Rien n'est trop beau ni trop grand pour le Mali. Et c'est temps que chacun se le tienne pour dire. Les investissements dans des domaines de pointe tels que la banque aujourd'hui doivent se faire de manière absolument appropriée, convenable et de manière porteuse d'avenir. Et également, je crois que quand on veut être performant, il faut créer les conditions de confort, les conditions d'un travail agréable. Le travail ne doit pas être une sorte de bagne où on se rend à contre-cœur, avec difficulté. Mais que l'endroit de travail soit un endroit convivial, un endroit communal, un endroit où l'on est en confort du matin jusqu'au départ. Voilà le monde du travail de demain, où l'employé vient, laisse tous ses soucis à la porte grâce à ce qui a été créé comme cadre pour lui, de travail. Cela aujourd'hui est
assurés ici par EcoBank. Et j'aimerais que vraiment chacun considère l'exemple de l'EcoBank comme ce que nous souhaitons que ce soit dorénavant. Dorénavant, nous souhaitons qu'il en soit ainsi. Que les grands investisseurs sachent qu'ils seront appréciés à hauteur de ce qu'ils vont bien consentir pour le confort de leurs employés et pour l'amélioration et l'embellissement du cadre urbain de notre capitale. Et d'ailleurs, pas seulement de Bamako, même la capitale régionale. Ce sera dorénavant la règle et je voudrais dire encore une fois un grand merci. Ce joyau architectural qui a coûté plus de 10 milliards de francs CFA est l'œuvre d'une forte équipe de divers horizons, chinois, européens et africains. Le tout a été coordonné par le cabinet Archi 2000. L'ensemble des façades est vitré avec un système de vidéosurveillance et cela s'appelle dans le jargon des architectes un bâtiment moderne et intelligent. Faisons un tour à présent à Johannesburg pour parler du 33e sommet des chefs d'État et de gouvernement du comité d'orientation du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique NEPAD, présidé par le chef de l'État sénégalais, président en exercice du NEPAD. Le sommet a enregistré la présence du président sud-africain Jacob Zuma et celui du Zimbabwe Robert Mugabe. La délégation malienne est conduite par le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop. On en sait plus avec nos envoyés spéciaux Adama Camara et Nyanya Traoré. Ayant pour thème le rôle du NEPAD pour relancer l'intégration régionale en Afrique, ce 33e sommet offre l'opportunité aux chefs d'État et de gouvernement de faire le bilan des actions menées et d'évoquer les perspectives. Dans son discours, le président sud-africain a rappelé les progrès réalisés par le NEPAD. Selon Jacob Zuma, l'organisation est venue aujourd'hui sur le continent à libérer beaucoup de personnes du joug de la pauvreté grâce au renforcement de la démocratie et de la bonne gouvernance. Pour conserver ce élan, le président Zuma estime que l'Afrique doit rester unie et qu'il faut favoriser davantage l'autonomisation des femmes et des jeunes. Même son de cloche du côté du président en exercice de l'Union africaine. Le président Robert Mugabe déplore cependant l'exportation abusive des ressources naturelles du continent au moment où de nombreux pays vivent dans la pauvreté, la famine et les maladies. Il demande de faire de l'industrialisation une priorité sur le continent. J'invite instamment le NEPAD et autres institutions africaines similaires à inclure l'industrialisation parmi nos priorités. Et ceci en ce qui concerne les programmes qui ont un impact élevé sur notre développement. 63. Pour le président en exercice du NEPAD, l'année 2015 marque un tournant dans le développement global de l'Afrique. Macky Sall pense que l'esprit du NEPAD est maintenant bien ancré dans les priorités des États africains. Toutefois, il dénonce 3 mots qui ralentissent le développement de l'Afrique. La première porte sur les flux financiers illicites, notamment l'évasion et la fraude fiscale. Pour l'Afrique, le phénomène de la fuite des capitaux de 1970 à 2010 a engendré une perte estimée à 1300 milliards de dollars. Le second point de mon intervention portait sur les contrats miniers et pétroliers, pour souligner que beaucoup de nos pays peinent encore à traduire dans ces contrats un équilibre entre les intérêts de l'investisseur, des populations locales et de l'État. Le troisième et dernier point concerne la question cruciale de l'accès à l'énergie. C'est une urgence absolue pour notre continent qui continue d'illuminer les autres en restant le moins éclairé du monde. Le paradoxe est d'autant plus frappant que le coût de l'électricité en Afrique est le plus cher au monde. Quand des populations payent aussi cher l'électricité et continuent de subir des coupures répétées, il ne leur reste que la rue pour exprimer leur colère.
Enfin, le chef de l'État sénégalais dira que le continent doit saisir les opportunités qui s'offrent à lui, notamment au niveau du décaissement des ressources, avec la présence massive d'institutions financières prêtes à participer à son développement durable. Retour au pays, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique était en visite au centre de santé de référence de Kalabankoro. C'était pour s'enquérir à des conditions de travail du personnel et comme difficulté, nous pouvons citer l'insuffisance d'équipements pour la prise en charge bucco-dentaire. Le point avec Sokona Kamisoko. L'amélioration du plateau technique et de la structure demeure l'une des préoccupations du personnel du centre de santé de référence de Kalabankoro dans le cercle de Kati. Inauguré il y a 2 ans, ce CCRF est aujourd'hui confronté à des difficultés. Inondations, insuffisance de matériel technique et logistique, et ce n'est pas tout. La référence évacuation, qui est un problème très important. Il y a 20 aires de santé qui gravitent autour du centre de santé de référence, dont 16 sont fonctionnelles. Donc en principe, toute difficulté que les patients ont dans ces 16 aires de santé doivent se diriger vers le centre de santé de référence. C'est ça le chemin directeur. Mais malheureusement, pour le moment, le système de référence évacuation, ce système n'est pas du tout effectif, dû au fait qu'il y a un problème de ressources humaines. C'est pour identifier et examiner ces problèmes et tenter d'y apporter des solutions que le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique s'est rendu au CCRF de Kalabankoro. Ma première impression, d'abord, je trouvais un personnel engagé, un personnel qui travaille en bonne collaboration avec les autorités communales et les autorités administratives. Et puis la communauté s'est bien intégrée dans le fonctionnement du centre. Le centre est très fréquenté et les populations sont satisfaites de la qualité du service. On a signalé quelques problèmes que nous avons nous-mêmes constaté aussi. Il y a parfois du matériel qui a été livré avec la construction du centre, mais qui ne fonctionne pas à satisfaction, qu'il va falloir réparer ou remplacer. Le centre de santé de référence de Kalabankoro compte 17 blocs techniques. Sur le plan service public, ce centre constitue le niveau le plus élevé en matière d'offre de soins dans le district sanitaire de Kalabankoro. Ce district compte 271 agents, dont 34% évoluent au CCRF et 66% dans les différents CESCOM. Le ministre des Maliens de l'extérieur, lui, était dans la région de Caille. Il s'est rendu à Oussoubidiania pour présenter les condoléances du gouvernement et de la nation tout entière aux familles des 105 jeunes décédés noyés dans la Méditerranée en avril dernier. Des dons ont été également remis aux familles des victimes. Le compte-rendu de nos envoyés spéciaux, Boubacar Sissoko et Abdraman de Katraouri. Les communes du Nord, dans le cercle de Baflabé, ont été fortement endeuillées ces derniers temps par des naufrages survenus en mer Méditerranée en 2014 et 2015. Ces communes ont perdu 105 de leurs jeunes dans le naufrage du mois d'avril dernier. Les autorités sont donc venues manifester la solidarité du gouvernement aux familles des victimes. Le ministre des Maliens de l'extérieur est sur le terrain pour présenter les condoléances de la nation entière. Les communautés concernées ont apprécié cette démarche des autorités. Nous voudrions que vous soyez nos porte-parole auprès des hautes autorités du pays pour qu'ensemble, des solutions idoines soient trouvées pour maintenir ces jeunes, notamment par la création d'emplois, la création d'activités génératrices, des revenus, bref, la création des conditions de vie qui poussent les jeunes à rester au pays. Pour le ministre Silla, toutes les préoccupations formulées par les populations ont leur réponse dans la politique nationale de migration adoptée par le gouvernement. Ce qui s'est passé est très regrettable. C'est parce que les jeunes empruntent des voies qui ne sont pas légales. Nous avons dénoncé effectivement la pratique de ces voies-là. Et je pense qu'il faut qu'eux s'associent à nous pour que la migration soit légale et non irrégulière. Nous avons aussi demandé que nous puissions conjuguer nos efforts, parce que nous connaissons les raisons qui poussent les gens à partir, mais qu'en conjuguant nos efforts, que nous puissions plus investir
dans ces zones de départ. Le ministre a offert 10 tonnes et demi de riz aux familles des victimes, 1 tonne de sucre et de nattes à la grande mosquée de Oussoubi-Diagna. Demain dimanche, la délégation du ministère des Maliens de l'extérieur se rendra à Aourou, une commune du cercle de Caille, pour présenter les condoléances du gouvernement aux familles des victimes. Contrôle démocratique du secteur de la sécurité ici à Bamako, des parlementaires étaient en atelier d'orientation sur les réformes du secteur concerné, une session organisée par le NDI Mali et ses partenaires dont la MINUSMA. Moïse Traoré. Le contrôle démocratique du secteur de la sécurité se renforce. L'objectif de cet atelier est de développer les connaissances des parlementaires sur les réformes du secteur. Plusieurs concepts clés sur la question sont partagés. Le Mali est dans un processus de réforme, donc cela veut dire que prochainement des projets, des textes de loi vont atterrir sur la table du Parlement. Et cet atelier et cette session de formation ou d'orientation vise à outiller les parlementaires. Le secteur de la sécurité aujourd'hui au Mali est un secteur vital. La sécurité sans elle, nous cessons pratiquement d'exister. Les députés chargés des questions de défense et de sécurité et ceux des groupes parlementaires sont dotés de connaissances du processus de réforme du secteur de la sécurité au Mali. La sécurité, c'est pour tout le monde, aussi bien les populations que les collectivités territoriales. Donc il est bon que tout le monde y soit impliqué, que tout le monde comprenne de quoi on parle. La réforme du secteur de la sécurité est en train de se complexifier avec l'émergence de nouveaux acteurs et de nouveaux défis. Des défis qui transcendent les frontières et qui sont au-delà des compétences d'un seul État. Cette session se tient à la veille de la rencontre sous-régionale des parlements du Burkina Faso, du Mali et du Niger à Bamako. 25e anniversaire de la souveraineté de l'État de Russie, c'était hier à l'ambassade de Russie. La réception organisée pour les circonstances a enregistré la présence de plusieurs personnalités, occasion pour l'ambassadeur de souligner l'importance de la coopération qui existe entre nos deux pays. Les détails avec Bédi Koné. Ce 25e anniversaire de la souveraineté de l'État russe a été l'occasion pour l'ambassadeur d'inviter le gouvernement du Mali, les diplomates ainsi que la communauté russe vivant au Mali de partager la joie de la fête. Le diplomate invitera également Russes et Maliens à célébrer cette amitié si avantageuse entre les deux pays. Aujourd'hui, le Mali se trouve à un moment historique avec la signature le 15 mai à Bamako de l'accord pour la paix et la réconciliation. La réalisation cohérente et entière de cet accord est notre vœu le plus vif. La Russie a toujours été aux côtés du Mali, y compris dans les moments les plus difficiles. Comme mes collègues du corps diplomatique, nous nous attelons à aider le Mali de sortir de la situation de crise qui n'a que trop duré. Je suis très heureux de pouvoir être ici en ce lieu avec nos amis de Russie qui ont développé avec le Mali depuis toujours une coopération fort intéressante et dans tous les domaines. En témoignage de cela, il y a combien de cadres maliens qui ont été formés en Russie. Donc se retrouver là aujourd'hui, c'est un plaisir réel. Le point d'orgue de la célébration de ce 25e anniversaire de la souveraineté de la Russie a été l'annonce de l'arrivée très prochaine d'une importante aide d'équipements médicaux, de la formation des militaires maliens ainsi que la fourniture de certains matériels militaires. David Trezeguet est au Mali. Arrivé hier soir à Bamako, le président des légendes de la Juventus Turin est venu rencontrer les enfants pris en charge par le projet Appui à la réinsertion sociale des enfants soldats victimes de la crise malienne. Le projet est monté par l'UNESCO et financé par le club de football Juventus Turin. Le reportage de Salima Tandao. Le projet lancé en présence des enfants victimes de la crise malienne déplacés à Bamako a une durée de 6 mois. Il concerne 50 enfants de Gao et Tombouctou âgés entre 12 et 17 ans. Il y aura au programme le soutien psychosocial, des cours d'alphabétisation, un enseignement technique et professionnel ainsi que des activités culturelles et sportives. Les êtres humains sont tous des frères de sang. Il serait
être question d'une quelconque discrimination ou de différenciation entre eux. Et il ne saurait être question que de solidarité, d'entraide, que de paix. Nous avons proposé à la Juventus de Turin de travailler avec nous pour la réinsertion sociale et l'alphabétisation des enfants qui ont été victimes de la crise. Donc ce projet est maintenant lancé. Nous souhaitons le développer non pas sur quelques mois, mais sur plusieurs années. Le projet financé par le club de football Juventus à travers l'UNESCO et exécuté par l'association TEMED a pour but de contribuer au retour de la paix et de la réconciliation. On est content de se déplacer parce qu'on a la possibilité aussi de connaître un peu plus la situation et à partir de là on va aider. C'est le mot dehors. Au titre personnel, j'ai envie de les connaître, j'ai envie de savoir leur histoire. On est tous conscients que ça a été un moment délicat, mais voilà, c'est un nouveau départ et à partir de là on voulait être présent. Le maire de Tombouctou, Ali Ousmane Sissé, a tenu à être présent à la rencontre. Les enfants déjà intéressés par le sport étaient ravis de rencontrer le footballeur international. Journée militante et citoyenne de la jeunesse à Sénid Faso Iriwaton. Au cours de la journée, une centaine de militants jeunes ont échangé avec le président du parti sur la vie et la formation politique. Les membres du mouvement des jeunes se sont également imprégnés des clauses et perspectives de l'accord de paix issu du processus d'Alger. Moïse Traoré pour le compte-rendu. La journée militante et citoyenne du mouvement des jeunes d'initiative démocratique Mojid Faso Iriwaton permet d'évoquer au moins 2 sujets de préoccupation nationale. Le juriste Brahima Kamena édifie les militants sur les clauses et perspectives de l'accord de paix et de réconciliation nationale. Le sage a dit « Le vent n'est jamais favorable à celui qui ne sait pas où il va ». La crise, elle existe. Nous essayons aujourd'hui de la juguler par de nombreux moyens, parmi lesquels les accords signés ici. La vie interne du parti est également évoquée par la centaine de délégués, dont 52 membres du bureau exécutif des jeunes. N'est-il pas nécessaire au moment où l'on s'apprête à organiser les premières élections communales et régionales couplées que les jeunes soient suffisamment outillés pour les affronter et permettre à notre parti d'y sortir gagnant? Justement, à cet égard, le parti, je l'estime, a joué sa partition en demandant aux structures de faire figurer les jeunes dans les 5 premières places sur les listes. Il faut que les jeunes soient sur les places à des places éligibles, mais il faudrait que les jeunes travaillent aussi à augmenter le nombre de places éligibles. C'est-à-dire à faire en sorte que les ayons plus. À travers une projection de film, la formation politique a rappelé sa contribution à l'avènement de la démocratie au Mali. Nous restons avec les partis politiques. Le parti Convergence pour le développement du Mali, CODEM, se porte bien dans la région de Mopti avec plus de 400 conseillers. Affirmation faite ce samedi lors de la conférence régionale. Le point avec Moustapha Doumbia. Ils sont délégués des 8 cercles de la région de Mopti, élus, militants et sympathisants à prendre part à cette conférence régionale du parti Convergence pour le développement du Mali, CODEM. Il s'agit au cours de cette conférence de s'enquérir de l'état de santé du parti en région de Mopti et d'échanger sur ses forces et ses faiblesses. La CODEM se porte très bien à Mopti. La preuve, c'est que nous avons 3 députés qui viennent de Mopti sur les 5 députés de la CODEM. Au municipal passé, la CODEM n'avait que 9 mois et on compte 400 et quelques conseillers. La conférence régionale qui a enregistré la présence des membres du bureau national de la CODEM s'inscrit dans la logique de la conférence nationale du parti tenue à Bamako. C'est lors de ces travaux maintenant qu'il a été décidé quand même d'organiser ces conférences régionales pour pouvoir nous acquérir des réalités de notre parti au niveau régional. Et là, nous avons des objectifs que nous nous sommes fixés. Et parmi ces objectifs-là, c'est les élections municipales et régionales à venir. Mais ce travail ne peut pas se faire sans une bonne évaluation.
un bon diagnostic, c'est ce qui permet de cerner tous les problèmes saillants et d'évaluer et en permettre aussi de pouvoir anticiper sur les grands problèmes. Un autre point important de cette conférence du parti CODEM, c'est l'adhésion des nouveaux membres. Nous, on est venus à la CODEM, c'est pour nous exprimer et contribuer à la construction du pays. Voilà les raisons qui nous ont motivés. A signalé la présence à cette conférence des représentants des partis amis, parmi lesquels les RPM et l'URD. Une conférence qui a aussi permis aux jeunes du parti de remettre un cadeau symbolique aux parrains du mouvement Col Bleu. Dans le cadre de l'organisation de l'élection législative partielle dans la circonscription électorale de la commune 5 du district de Bamako, le président du comité national de l'égal accès aux médias d'État invite le candidat dont le nom suit à se présenter au siège de l'organe le dimanche 14 juin 2015 pour l'enregistrement de son message de campagne. 9h RPM Jacqueline Marie Anana. Le 14 juin, c'est la journée mondiale du donneur de sang. Pour cette année 2015, la campagne est organisée sous le thème « Merci de me sauver la vie ». L'objectif de cette campagne est d'encourager les donneurs de sang à donner leur sang volontairement et régulièrement. Écoutons le docteur Sarmoï Sissé, représentant de l'OMS par intérim. Il est au micro d'Inaba. Les activités réalisées dans le cadre de la journée mondiale du donneur de sang sont essentielles pour garantir la disponibilité du sang et des produits sanguins sûrs et de qualité lorsque les patients en ont le plus besoin. La transfusion sanguine joue un rôle fondamental dans la prestation des soins de santé, particulièrement en faveur des populations vulnérables telles que les femmes souffrant d'hémorragie avant et après l'accouchement, les enfants touchés par une anémie sévère due au paludisme et à la malnutrition, les personnes souffrant de traumatisme et victimes d'accidents, ainsi que les drépanocytaires. Même si les pays de la région africaine ont enregistré des avancées en matière de collecte de sang, le nombre de dons de sang reste faible dans la région. En 2013, près de 3,9 millions de poches de sang ont été collectées à la faveur des dons effectués, mais le volume de sang collecté couvre uniquement 50% des besoins annuels des pays en matière de sang et de produits sanguins. La journée mondiale de l'albinisme est célébrée aujourd'hui au Mali. L'événement a été marqué par des conférences et des plaidoyers en faveur de cette couche, une initiative de gouvernement en partenariat avec le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme. Les Nations Unies qui s'engagent pleinement dans la protection et le respect des droits des albinos, selon son représentant au Mali, Guillaume Nguefa, que je vous propose de suivre. Le 18 décembre 2014, l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 13 juin Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Cette année, le gouvernement du Mali, en collaboration avec les Nations unies, le Haut Commissariat des droits de l'homme en particulier, la société civile, a décidé l'organisation de la célébration de la première journée dédiée aux personnes atteintes d'albinisme au Mali. Comme vous le savez, les organisations internationales, les organisations de la société civile ont documenté depuis plusieurs années des cas d'atteinte sérieuse aux droits des personnes atteintes d'albinisme. Ces violations incluent des cas d'exécution, les cas de discrimination, ainsi que d'autres crimes à caractère rituel. La célébration de cette journée nous demande à nous tous de joindre nos efforts pour mettre un terme à ces atteintes sérieuses. Sur un tout autre plan, 15e de l'environnement, édition 2015, le PAPAM s'inscrit dans la dynamique des activités. Il vient d'organiser une journée d'information et de sensibilisation sur le PAPAM, ASAP et les changements climatiques. Compte rendu, Sékou Konaté.
En organisant la présente rencontre à la faveur de la 16e édition de la quinzaine de l'environnement, le projet d'accroissement de la productivité agricole au Mali, PAPAM, à travers son volet adaptation de la petite agriculture paysanne au changement climatique, ASAP, veut mieux faire connaître le projet, mais aussi intensifier l'information et la sensibilisation autour des changements climatiques. Pour réellement toucher toute la région de Sikasso, nos acteurs, afin de les sensibiliser davantage sur les effets néfastes des changements climatiques, quel comportement on doit adopter pour réellement une meilleure adaptation, et aussi leur parler davantage du projet ASAP-PAPAM. Des objectifs dont l'atteinte passe par l'appropriation de certaines grandes articulations. Les changements climatiques, l'adaptation de l'agriculture de façon globale, de la petite agriculture et des autres aspects de l'agriculture. Sur 4 ans, le projet va continuer ce travail en faisant des investissements prioritaires, des réalisations physiques, à travers aussi la promotion des énergies renouvelables, des biodigesteurs. Et les attentes sont fortes au regard des menaces du phénomène. Il est incontestable aujourd'hui que les changements climatiques sont réels et présents sur tous les continents. Il s'agit d'un phénomène irréversible avec lequel tous les pays du monde doivent composer et s'adapter. Vous voyez une région comme Sikasso, à pareil moment, au 11 juin, la verdure était partout. Et vous voyez, au 11 juin 2015, c'est hier soir que Dieu nous a gratifié d'une pluie, sinon Sikasso, depuis bien longtemps. Donc ce changement climatique est là, est réel. Donc nous attendons à ce que nos participants compris soient bien sensibilisés par rapport à ce phénomène pour qu'on puisse inverser la tendance. Financé à hauteur de 6 milliards de francs CFA par le FIDA, le projet couvre 30 communes des régions de Kayi et de Sikasso. Sikasso, Bougouni et Anfoulila sont les cercles retenus en 3e région. La rencontre de Sikasso prendra fin par une séance de reboisement. Plus de 20 milliards de francs CFA, c'est la contribution de la pomme de terre à l'économie nationale du Mali. La révélation a été faite ce matin à Ségou lors de la rencontre d'évaluation de la campagne 2014-2015 de groupement interprofessionnel de la pomme de terre au Mali. De Ségou, le point avec Dougoufana Traoré. Cette rencontre sur la filière pomme de terre a pour but de renforcer les capacités des acteurs de la filière en vue de constituer une base de données fiable sur les statistiques de production et de commercialisation de la production de pommes de terre. En 2014-2015, 95 000 tonnes de pommes de terre ont été produites. Plusieurs emplois ont été créés et la pomme de terre serait une solution à l'exode rural. La pomme de terre est un produit très très important dans la production. La pomme de terre améliore l'alimentation. La production de pommes de terre malienne permet aux Maliens de se fixer, aux jeunes Maliens de se fixer dans nos villages, dans nos campagnes, pour ne pas se donner à l'orpaillage, à autre chose que la production. Mais la pomme de terre aussi apporte autour de 20 milliards de recettes aux producteurs maliens. Ils sont donc une soixantaine de participants venus des régions de Koulikoro, Sikasso, Ségou et le district de Bamako à prendre part à cette évaluation. Conformément aux indications de la loi d'orientation agricole et de son décret d'application, c'est un devoir pour vous d'intégrer dans vos missions les aspects suivants. Améliorer la qualité de la pomme de terre malienne et la mettre en adéquation avec les attentes des consommateurs, en particulier par sa traçabilité. Encourager la demande par la mise en œuvre d'actions de promotion de la pomme de terre sur les marchés intérieurs et extérieurs. Le PCDA, le programme de compétitivité et de diversification agricole qui accompagne les producteurs de pommes de terre, a insisté sur la fiabilité des informations à fournir. Et ce rendez-vous, l'émission Actu Hebdo, reçoit demain comme invité Andraman Touré, directeur de l'agence du bassin du fleuve Niger, et Issa Kaoudjim, chargé de communication au Haut Conseil islamique. Actu Hebdo, c'est de 12h à 13h, une présentation d'Ibrahima Djambélé. Sport, journée olympique 2015. Le Comité national olympique et sportif du Mali a célébré la journée olympique 2015. C'était sur le boulevard de l'Indépendance avec la participation très marquée de l'armée malienne et de l'amunissement en présence de l'épouse du chef de l'État et du ministre des Sports. Compte rendu, Papa Omar Diop. Le mois de juin est traditionnellement celui des commémorations, principalement celle de la journée olympique.
une journée olympique célébrée chez nous en ce 13 juin. C'est une journée à la symbolique très forte dont le rappel sonne comme un devoir de mémoire. Il nous a donné de célébrer la journée olympique, journée anniversaire de la création du Comité international olympique. Comme tous les ans, la journée olympique qui se tient sur le boulevard de l'Indépendance est l'occasion de rappeler à la famille sportive quelques principes cardinaux de l'esprit olympique. Il me plaît de rappeler le leitmotiv de la journée olympique: bouger. Bouger pour apprendre, bouger pour comprendre et bouger pour découvrir. Et l'olympisme est culture du respect du soi, des autres, des règles et de l'environnement. Dans la pratique, cette journée olympique est l'affaire des sports qui peuvent se tenir sur le boulevard de l'Indépendance tout naturellement. Il s'agit des tricycles handisport, les cyclistes sur deux roues et bien sûr les athlètes, car la journée olympique s'appelle autrement la course olympique. C'est pourquoi les tricycles ont connu 2 départs et à l'arrivée, ce sont 9 handisportifs qui ont reçu des prix. Chez les cyclistes sur 2 roues, le public a assisté à beaucoup de sensations et ce sont les enfants cyclistes qui ont marqué la journée avant que quelques habitués des critériums au boulevard ne se signalent. Et quand vint l'heure des courses à pied, c'est une foule bigarrée de dirigeants, responsables de fédérations, militaires de toute nationalité, de très nombreux scolaires qui ont pris le départ avec des fortunes très diverses. Une course olympique qui a été marquée par les teneurs du fond et demi-fond au Mali, tels Sitan Bouaré chez les dames et Moussa Kamara chez les messieurs. Un autre moment important de cette journée olympique 2015 a été la reconnaissance publique du comité olympique à l'endroit de ceux dont la collaboration n'a jamais fait défaut au mouvement olympique, comme les militaires, maliens ou onusiens, les établissements scolaires sportifs, les autorités politiques de la commune 3 où se trouve le boulevard, mais aussi ceux qui animent tous les rendez-vous sportifs, les supporters des Aigles. Aussi, cette nouvelle sportive, c'est dans quelques heures, c'est-à-dire à partir d'1h du matin, que le Mali joue contre l'Allemagne en quart de finale de la Coupe du Monde des moins de 20 ans en Nouvelle-Zélande. Au même moment, le Brésil rencontre le Portugal. À 4h30, il y aura Sénégal, Ouzbékistan et États-Unis-Serbie. Le match Mali-Allemagne est à suivre en direct sur l'ORTM à 1h du matin. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne soirée à tous.